Connaissez-vous Cosmos, cette fantastique série de vulgarisation scientifique animée dans les années 80 par Carl Sagan et dans sa nouvelle version par Neil deGrasse Tyson? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille très vivement de la regarder. Mais avant ça, je vous propose un petit retour sur son histoire et sur celle de ces deux incroyables animateurs. Carl Sagan. Tout commence avec ce grand scientifique, mais qui est-il? Né en 1934 à Brooklyn, il se passionne dès l'enfance pour l'astronomie et la science-fiction et s'intéresse dès les années 50 à la question de l'origine de la vie. Il rentre à l'université en 1951 où il obtient une maîtrise de physique et un doctorat en 1960. La thèse portera sur l'étude physique des planètes. Par la suite, il rentre à l'université de Berkeley et devient professeur auxiliaire à Harvard. En 1963, il est engagé en tant qu'astrophysicien à l'Observatoire d'astrophysique de Cambridge. En 1968, il quitte Cambridge pour l'université Cornell à Ithaca dans l'État de New York, où en 1971, il est nommé professeur d'astronomie et de sciences spatiales et directeur du laboratoire pour l'étude des planètes. Il fonde alors un nouveau domaine de recherche, l'étude des formes de vie et des biochimies extraterrestres possibles. Il y rencontrera Frank Drake. Carl Sagan devient dans les années 60 consultant de la NASA pour le programme Mariner qui comprend l'envoi de plusieurs sondes en direction des planètes Mercure, Vénus et Mars. Il collabore ensuite sur le programme Viking en 1975 qui pose pour la première fois 2 robots américains sur le sol martien. Les objectifs étaient d'obtenir des images à haute résolution de Mars mais également de détecter d'éventuelles formes de vie. Il a également participé à la mission Voyager qui lance en 1977 2 sondes en direction de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Avec Frank Drake, astronome américain et fondateur du projet SETI, il réalise une plaque métallique contenant un message de l'humanité à destination d'éventuels êtres extraterrestres, transportés par Pioneer 10 et Pioneer 11, lancés respectivement en 1972 et en 1973. Le dessin gravé sur la plaque a été créé par son épouse Linda Salzman Sagan. Ces 2 sondes et leurs messages poursuivent actuellement leur route dans l'espace interplanétaire. En 1977, la NASA lui demande de former et de présider un comité destiné à définir le contenu du Voyager Golden Record placé dans les sondes Voyager. Carl Sagan était convaincu de l'intérêt de la recherche sur l'intelligence extraterrestre. Si nous étions seuls dans l'univers, ce serait un beau gâchis d'espace, dit-il. Il participa à la mise en place en 1960 du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, en français, recherche sur l'intelligence extraterrestre. Dans l'immensité du cosmos, il doit y avoir d'autres civilisations beaucoup plus âgées et beaucoup plus avancées que la nôtre. Alors ne devrions-nous pas avoir été visités? Ne devrait-il pas y avoir à tout moment des vaisseaux étranges dans les cieux de la Terre? Il n'y a là rien d'impossible et nul ne serait plus heureux que moi si nous étions visités. Mais est-ce que ça s'est vraiment produit? Ce qui compte, ce n'est pas ce qui semble plausible, pas plus que ce en quoi nous aimerions croire, pas plus que ce qu'un ou 2 témoins proclament, mais seulement ce qui est soutenu par des preuves solides examinées avec rigueur et scepticisme, déclara-t-il. En 1980, il fonde avec Bruce Murray et Louis Friedman la Planetary Society, une organisation à but non lucratif qui œuvre dans plusieurs projets de recherche sur l'exploration de notre système solaire et la recherche de vie extraterrestre. Il meurt d'une pneumonie des suites d'une maladie de la moelle osseuse le 20 décembre 1996. En 2007, la mission Phoenix emporte avec elle un mini-CD Vision of Mars, A Message to the Future, contenant des romans et des nouvelles de science-fiction à propos de Mars. Parmi ces extraits audio, un message de Carl Sagan destiné aux futurs martiens, hommage de la Planetary Society, atterrit en mai 2008 sur la planète rouge. L'astéroïde 2709, découvert en 1982 par Edward Bowell, est appelé Sagan en son honneur. Le grand public connaît surtout Carl Sagan pour son travail de vulgarisation scientifique. Il a écrit un roman, Contact, adapté au cinéma, obtenu un prix Pulitzer pour The Dragons of Eden, une réflexion sur l'évolution possible de l'intelligence humaine. Auteur d'une vingtaine de livres et de plus de 700 articles, il est le créateur de la série Cosmos.
En 1978, Carl Sagan entame son premier projet de série télévisée en 13 épisodes sur l'astronomie qui sortira en 1980 sous le titre Cosmos, A Personal Voyage. Il nous entraîne à la découverte de notre univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand. L'astrophysicien y invente le calendrier cosmique afin de ramener toute l'histoire de l'univers à une seule année. Chaque jour représente donc 37,5 millions d'années, chaque heure 1,6 million d'années. Le Big Bang apparaît le 1er janvier, les premières étoiles dans la nuit du 2 au 3 janvier et la Voie lactée autour du 11 mai. Le Soleil naît le 1er septembre, la Terre le 16 septembre. L'histoire de l'humanité ne se déroule que le 31 décembre et celle de l'homme moderne à peine sur les 8 dernières minutes. Nous sommes bien peu de choses dans l'histoire de l'univers. Le succès est au rendez-vous. La série sera regardée dans 60 pays par plus de 400 millions de personnes. En France, cette série est diffusée sur Antenne 2. Après la mort de Carl Sagan, sa veuve Anne Druyan, co-créatrice de Cosmos, Neil deGrasse Tyson et d'autres, travaillent sur une nouvelle version de la série intitulée Cosmos, une odyssée à travers l'univers, avec l'objectif d'atteindre le plus de monde possible. Il tente alors de convaincre les réseaux de télévision d'adhérer au projet. Marqué par la série originale lorsqu'il était enfant, Seth MacFarlane, créateur de Ted, Les Griffins, American Dad et présentateur des Oscars en 2013, devient coproducteur du projet et l'appuie fortement auprès de la Fox. La série est diffusée à partir du 9 mars 2014. Neil Tyson affirme « La tâche de la nouvelle génération de Cosmos est légèrement différente parce qu'elle n'a pas enseigné la science. Il y a beaucoup d'enseignements de la science dans le Cosmos original, mais ce n'est pas ce dont vous vous rappelez le plus. Ce que les gens retiennent le plus de la série originale, c'est l'effort de présenter la science d'une manière qui fait sens pour vous, qui influence votre conduite comme citoyen du pays et du monde, surtout du monde. Nous voulons créer une émission qui n'est pas seulement une suite de la première, mais qui soulève des enjeux de notre époque. » La bande-son de la série est confiée à Alan Silvestri, qui a fait Retour vers le futur, Contact, Predator, Abyss. Il gagnera pour l'occasion des Emmy dans les catégories Outstanding Original Main Title Theme Music et Outstanding Music Composition for a Series. Et pour le lancement, Barack Obama lui-même présente le documentaire. Dans cette nouvelle version de 13 épisodes de 50 minutes, Neil Tyson, aux commandes d'un vaisseau spatial propulsé par la science et l'imaginaire, nous raconte l'histoire de la connaissance et de l'humanité. À travers des moments d'animation, il nous parle de la vie de grands scientifiques tels qu'Isaac Newton, Michael Faraday, Joseph Fraunhofer, Cecilia Payne. Il traite de sujets divers tels que la taille de l'univers, les changements climatiques, la nature de la lumière, l'électromagnétisme. Et le petit plus de cette saison, de superbes images de l'univers sont créées grâce aux effets spéciaux. Neil deGrasse Tyson est également un astrophysicien américain. Né à New York, il s'intéresse très jeune à l'astronomie et commence à donner des conférences dès l'âge de 15 ans. Carl Sagan le repère rapidement et tente alors de le recruter à l'université de Cornell. Mais Tyson préfère intégrer Harvard où il obtient un bachelor en 1980, puis un master en astronomie à l'université du Texas à Austin. Il passera finalement ce doctorat en astrophysique à l'université de Columbia. Très influencé par Carl Sagan, il raconte lors du premier épisode de Cosmos « Je savais déjà quel type de scientifique je voulais être, mais ce jour-là avec Carl, j'ai su quel genre d'homme je voulais devenir. » En 2001, George Bush le nomme à la Commission sur le futur de l'industrie aérospatiale des États-Unis, puis en 2004 à la Commission Lune, Mars et au-delà, sur la mise en œuvre de la politique d'exploration spatiale des États-Unis. La même année, la NASA le récompense de la NASA Distinguished Public Service Medal, récompensant le personnel non gouvernemental. Directeur du Hayden Planetarium situé à Central Park à New York, il décide de changer la classification traditionnelle de Pluton comme planète au planétarium, ce qui lui attire de nombreux mécontentements, la plupart venant d'enfants. Plutôt qu'utiliser le terme planète, il préfère regrouper les objets en catégories telles les planètes gazeuses géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, les planètes terrestres, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, les astéroïdes et les objets de la ceinture de Kuiper, Pluton et Eris entre autres. Pour rappel, en 2006, Pluton a été déclassé en planète naine. Autre lien avec Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson a été vice-président, président et directeur du conseil d'administration de The Planetary Society. Il travaille également beaucoup à la communication scientifique auprès du grand public. Et le meilleur moyen pour cela est le petit écran. En 2004, il participe à l'émission Origins sur la chaîne PBS dans la série scientifique Nova et écrit avec l'astronome Donald Goldsmith un livre accompagnant la série Origins 14 Billion Years of Cosmic Evolution, origine 14 milliards d'années d'évolution cosmique. Il devient un invité récurrent dans The Universe, série diffusée sur The History Channel,
En 2010, il fait une apparition dans un épisode de la série The Big Bang Theory, dans laquelle Sheldon Cooper l'accuse d'être responsable de la rétrogradation de Pluton. Il joue également son propre rôle dans les séries Stargate Atlantis, Sans chose à faire avant le lycée, Brooklyn Nine-Nine ou encore le film Batman vs Superman. Il est même représenté sous forme de belette dans L'Âge de glace. Il anime Star Talk, une radio diffusée sur internet, dérivée en 2015 et 2016 en un talk show diffusé sur National Geographic Channel. Il a ainsi accueilli Bill Clinton, Jimmy Carter, Susan Sarandon ou encore l'astronaute Chris Hadfield. En 2013, il lance une série de tweets baptisée Les Mystères de Gravity, dans laquelle il pointe toutes les incohérences du film, comme par exemple le mystère de Gravity, pourquoi on apprécie plus un film de science-fiction créé dans un faux espace plutôt que le fait qu'on envoie de vraies personnes dans l'espace. Ses punchlines, son tempérament joyeux et ses vestons et cravates aux imprimés cosmiques séduisent le public. En 2007, The Time le classe parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. En 2000, People Magazine l'élit l'astrophysicien en vie le plus sexy du monde. Il est aujourd'hui suivi par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux. Alors bonne nouvelle, une 3e saison nommée Possible Worlds est actuellement en préparation et prévue pour 2019. Nous n'avons donc plus beaucoup à attendre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou encore me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, à bientôt!